Vous nous suivez à Leitangé Kariabe. Nous sommes bien sûr dans la sous-préfecture de Massi, préfecture de Pita. Merci de la fidélité. Nous nous excusons pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Nous n'oublions pas également nos 100 000 abonnés sur la page Facebook, bien sûr, de cette chaîne qui nous suivent à travers le monde. Merci de la fidélité. Bienvenue dans votre émission Autour de la République en direct du plateau de Parlement TV. Nous sommes en synchronisation avec la radio parlementaire, la 107.5 FM. Au menu donc de ce numéro, nous parlerons d'abord du code électoral avec bien sûr un focus sur les conditions à remplir pour être membre du conseil de quartier ou de district tel que défini par l'article 246 du dit code. On en parle bien sûr dans cette émission. Ensuite, nous nous intéressons à cette crise, à cette lancinante crise, pourrait-on dire, du cash ou de liquidités qui secoue actuellement la Guinée, vous le savez, face donc à cette situation préoccupante. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions fermes au gouvernement. Quelles solutions concrètes pour soulager les populations? On en parle longuement d'ailleurs dans ce numéro. Et dans la seconde partie de cette émission, nous avons comme invité M. Fodé Silla, juriste donc, et enseignant à la Sorbonne. Avec lui, nous reviendrons bien sûr sur les dernières lois votées, vous le savez, ici au Palais, donc au CNT plutôt, donc les lois plan et loi programme Simandou 2040, quelle retombée réelle sur l'économie guinéenne. On en parle bien sûr dans la seconde partie de cette émission. Comme d'habitude, vous avez l'opportunité d'interagir avec nous à travers le 622 12 92 41, 622 12 92 41 pour vos différentes réactions. Bien sûr, en direct de cette émission avec nos chroniqueurs au grand complet sur ce plateau. Je commence par ma droite avec Ibrahima Khalil Diané Di Soninke. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher Kouila, et bon, je souhaite moi-même bienvenue. Bonne arrivée et bon retour parmi nous. Bon retour, effectivement, parce que depuis quelques temps, j'avais un petit bobo. Ouais. Et Dieu merci, ça commence à aller, ça va mieux. Ouais. Donc je souhaite au peuple de Guinée un gros bonjour. Merci. À l'ensemble du peuple de Guinée, et que Dieu bénisse notre paradis. Amen. Et que Dieu permette à la Guinée de se porter mieux tous les jours. Merci beaucoup et bonjour à Kawase, hein, comme toujours. Nous avons également sur ce plateau l'homme de Manéa, Ibrahima Soli Kamara. Bonjour et bienvenue. Bonjour Boubacar Kouela, bonjour au peuple de Guinée, bonjour à ces téléspectateurs du côté de Paris, Rennes, Bordeaux aussi du côté de la France, mais aussi à Liège et à Bruxelles. On est en Belgique et merci pour leur fidélité. Oui, on sent qu'on a des retours de ce côté-là. Oui, effectivement. J'embraye avec vous pour parler aussi de notre téléspectateur très fidèle. Voilà donc Elage Karamba Fofana du côté de Nantes, c'est en France bien sûr. Oui, Daniel Bombo, l'homme de Yendesori, bonjour et bienvenue. Bonjour Bakakoula Diallo, bonjour à tous, bonjour au peuple de Guinée, bonjour aux populations de Kissidougou qui nous suivent d'ailleurs tout le temps. De Kondiadou. Bonjour donc de Kondiadou plus particulièrement. Bonjour à nos... Bien sûr, Kondiadou c'est une grande ville, attention. Bonjour donc à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos auditeurs qui nous suivent sur la 107.5 FM. Oui, merci beaucoup. Et il faut rappeler quand même Mohamed Bari, bonjour et bienvenue d'abord. Il faut rappeler quand même que dans la plupart des villages aujourd'hui, les gens suivent la télévision grâce à l'énergie solaire. Ah oui, moi en tout cas à Koïla, on a des gens qui suivent notre émission. La ville la moins peuplée de la Guinée. En tout cas, on a suivi là-bas aussi. Oui, Mohamed, bonjour, bienvenue. Bonjour Bakakoula Diallo, bonjour à nos millions d'éditeurs de la radio parlementaire, bonjour à ces aimables téléspectateurs de Parlement TV, nos fans sur nos différents canaux de communication, dont voilà, l'attention se montre également par le nombre d'abonnés qu'on a sur notre page. Tout à fait. Donc c'est une grande satisfaction, mais aussi une immense responsabilité pour nous de servir la Guinée en cette période charnière de son histoire qui consiste à la modernisation et au repositionnement de notre pays. Le plaisir est pour nous d'être là pour ce tout numéro. Merci beaucoup Mohamed Bari, je reste avec vous pour parler de cette information qui est tombée comme un couperet. Le doyen donc Abou Mako n'est plus journaliste émérite qui nous a quittés cette nuit. Ah oui, c'est la presse guinéenne en quelque sorte perd une conscience pas des moindres,
parce que voilà, vous l'avez dit, hein, notre aîné Abdoulaye Sankara, affectueusement appelé, connu également sous le nom d'Abou Mako. Oui. Voilà, quand même, c'est un journaliste talentueux qui, quand même, s'est illustré par la passion pour son métier, la rigueur dans le travail, mais aussi la disponibilité également pour la formation également des jeunes journalistes. Je rappelle quand même qu'il fait partie quand même des acteurs majeurs qui ont œuvré à la libéralisation également de la presse en République de Guinée. Alors il faut rappeler quand même que voilà, Mako, affectivement appelé également par ses intimes, est un journaliste de nationalité burkinabé. Donc il a quand même servi à des échelons pas de moindre dans l'appareil étatique du côté du Burkina, parce qu'il a été directeur également du bureau de presse sous le règne de Thomas Sankara. Donc après il est venu s'installer en Guinée, il s'est marié à une Guinéenne et voilà, sa trajectoire également a brillé également par beaucoup de promotions en ce qui concerne également dans les sphères de l'État, en étant également journaliste, parce que la dernière promotion qui lui a été accordée, il a été notamment directeur adjoint du bureau de presse de la présidence sous le règne du président Alpha Condé. Alors je rappelle quand même qu'on parle d'un doyen là qui quand même pour moi est une sorte quand même d'épicentre de cette presse guinéenne, parce qu'aujourd'hui on parle de visuel, on parle de radio, on parle de télé, mais je rappelle quand même que la presse guinéenne a été fondée sous quand même la presse écrite, et à l'époque quand même qui était une presse qui était assujettie à assez voilà, d'intimidation, même de corruption, mais quand même il fut l'un des journalistes qui a résisté à la corruption, qui est resté également à briller sous ce scandale en tant que professionnel. Aujourd'hui quand même, il faut rappeler pour les jeunes journalistes qui ne l'ont pas connu, voilà, Abou Mako quand même a fait des rédactions pas des moindres, l'Indépendant, le Diplomate, voilà, l'Observateur, la Vérité, ce sont des journaux, des grands journaux qui ont fait, voilà, qui ont fait leurs preuves également au niveau de la presse. En tout cas aujourd'hui, avec cette disparition, vous allez me permettre quand même d'adresser mes sincères condoléances également à la famille biologique et en particulier à son épouse également et à ses enfants, mais aussi à l'ensemble de la presse guinéenne, que l'âme de notre aîné formateur, voilà, qui nous a toujours inspirés, puisse être accueilli par Dieu dans son royaume de bonheur éternel. Amen. Oui, Daniel Ton, par rapport à cette disparition. C'est le peuple de Guinée donc, qui a perdu en tout cas un talent. La corporation donc journalisme, déjà, on sait qu'il y a quelques années, on perd de grands journalistes. Il est parti à un moment où on a encore besoin de lui. Abou Mako, quand même, c'est quelqu'un qui avait l'engagement et la maîtrise de ce métier, le journalisme. Il a été le mentor de beaucoup de journalistes. Alors donc il laisse donc un vide dans cette corporation. Je profite de l'occasion pour souhaiter mes condoléances à la famille, à ses proches et au peuple de Guinée. Merci. Oui, Sonic Diané, par rapport à cette disparition. Oh là là, c'est triste quand même, triste parce que, comme on l'a dit, Abdoulaye Sankara est une grande figure de la plume en Guinée. Il a travaillé, je pense que tout récemment, il fut directeur du bureau de presse de la présidence avec la gouvernance adjoint. Et donc, avec quand Cissé était à la présidence. Donc voilà quelqu'un quand même qui a été formateur de beaucoup de journalistes dans le pays, mais c'est un professionnel, il n'y a rien à dire quand il écrit. Tout à l'heure, moi j'aimais bien limiter parce que souvent j'aimais ça en écrit, donc je disais mais je voudrais avoir sa plume. Donc la Guinée perd un pilier dans le milieu médiatique, un homme exigeant, un professionnel, mais un vrai africain, un vrai panafricain, et son rire sarcastique, sa joie de vivre, et son sanakouya, parce qu'eux ils sont peu là, et donc sanakouya avec les Diakanké, c'était vraiment, sur sa part, c'était vraiment un panafricain, un amoureux de nos richesses, un amoureux du savoir, de la lecture, donc vraiment, mes sincères condoléances à sa famille biologique, à l'ensemble du peuple de Guinée, et aussi à tous les hommes de presse de la Guinée. Merci, Amine. Merci beaucoup. Oui, vient notamment de renverser le verdict également qui dédiait le Sénégal comme étant champion d'Afrique au sorti également de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc le jury d'appel a invalidé la victoire des Lions de la Teranga. Donc la décision également a été rendue ce 17 mars. L'instance a tranché en faveur également de la Fédération marocaine de football qui avait interjecté appel. Donc alors voilà, en s'appuyant également sur l'article 84 et 82 également de règlement
règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, en ramasser les grandes décisions, le jury d'appel a ainsi déclaré l'équipe du Sénégal perdante également vis-à-vis du Sénégal sur le score du Maroc sur le score de 3-0. Donc, une décision également qui fait également assez de tollé. Alors, rapidement, pour nos téléspectateurs, on va poser la question également, que dit réellement cet article 84 et 82 4, c'est l'article qui parle en généralité notamment sur les conduites à tenir lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais particulièrement l'article 82 stipule que lorsqu'une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire également du match, sans l'autorisation de l'arbitre, est déclarée perdante. Alors on se rappelle, lors de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'édition dernière, suite également à un pénalty qui a été sifflé en faveur de l'équipe marocaine, l'entraîneur Malick Thiaw avait rappelé ces joueurs également de sortir du terrain pour guise de protestation. Donc finalement, ils ont été rappelés par leur coéquipier Sadio Mané. Donc il faut dire quand même que voilà, c'est une décision quand même qui crée assez de débats aujourd'hui dans le monde de football, parce qu'il y a eu quand même des réactions pas des moindres et des analystes des footballeurs, et même également la Fédération sénégalaise de football qui n'a pas abdigué, parce que dans la réponse également de la Fédération sénégalaise de football, ils ont également porté notamment un recours au niveau également du tribunal arbitral des sports. Aujourd'hui, la question se pose également par rapport à la crédibilité du football africain désormais à travers la Conférence africaine de football, parce que dans les débats, il y a quand même un cas similaire, même si le format n'était pas le même, parce que je rappelle en 1976, où la Guinée a affronté par exemple le Maroc en finale retour, la Guinée avait marqué sur le code d'1-0 par protestation. Également, les Marocains étaient sortis du terrain. Après, ils étaient revenus et le match a continué. Le Maroc a égalisé. Le but a permis le Maroc également à être champion d'Afrique. Donc, ça rappelle tous ces débats-là. Mais aujourd'hui, ce qui reste clair, il y a quand même le temps qui a pris. Parce que quand même, 2 mois après que le Sénégal gagne sur le rectangle vert, parce que je rappelle quand même que c'est sorti du match que le Sénégal a gagné, et que les décisions du bureau font que désormais ce n'est plus le Sénégal qui est désigné vainqueur également de la Coupe d'Afrique des Nations au profit du Maroc. Très bien. En tout cas, le débat reste posé, mais est-ce que je dois donner mon avis là-dessus? Oui, on va revenir parce que vous avez suffisamment déjà parlé de ça. Non, j'ai un tête de corps parce qu'il fallait permettre aux autres de comprendre le contour de la décision de la CAF. Tout à fait. On reviendra à vous, justement. Vous aurez votre temps de parler par rapport à cette thématique. Oui, Daniel Torno, quelle lecture on peut en faire? À partir de cette décision de la CAF, ça veut dire qu'on peut gagner sur le terrain et attendre au moins 2 mois après. Parce qu'à tout moment, on peut perdre la coupe là. Parce qu'avec ce qui se passe... on a été tous surpris en tout cas de voir cette décision sur tapis vert. Donc désormais, le Maroc sort gagnant, vainqueur donc, de cette édition. Ça voudrait dire que le Maroc a désormais sa seconde étoile après celle 76. De 1976. Et dans le même scénario, malheureusement, c'est pratiquement le même scénario qui se produit, mais sauf qu'il y a de l'autre côté... C'est le Maroc qui gagne finalement. C'est le Maroc qui gagne finalement. Et on se pose la question désormais pour savoir que aujourd'hui, c'est vrai, le football ne se joue pas que sur le terrain. Alors, après le terrain, il y a aussi dans les bureaux, comme l'a dit Mohamed Barry, il y a des plaintes qui sont portées, et puis il y a des décisions qui sont portées au niveau des juridictions donc, de la CAF et un peu plus haut, comme la TAS, et le TAS plutôt, parce que il y a le Sénégal qui n'abdique pas, le Sénégal qui interjecte appel auprès de l'instance supérieure. De l'instance supérieure. Tout à fait. Et cela fait donc de Hakimi le meilleur buteur de la compétition. Le meilleur joueur et le meilleur joueur, le meilleur buteur de la compétition. Alors que c'était Sadio Mané qui était Sadio Mané, donc avec. Donc ils n'ont pas perdu que la coupe. Ils ont aussi perdu il y a d'autres sanctions. Ils ont aussi perdu les distinctions individuelles, comme vous voulez dire. Bien sûr, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça c'est une première, donc. Et le Maroc, il y a un autre trophée. On dit qu'il est il a un autre trophée qu'on a appelé... Trophée de la meilleure édition. La meilleure édition, voilà, la meilleure édition. Et la meilleure équipe fair play.
de la compétition. Voilà, donc il y a en tout cas des gens se posent assez de questions. Déjà, la plupart des internautes, en tout cas sur les réseaux sociaux, ne sont pas contents, se demandent pourquoi la CAF prendrait une telle décision. C'est vrai, Sonic et Diano ne sont pas des spécialistes de sport, mais en tout cas, à ma connaissance, c'est une première qu'une équipe puisse avoir son trophée et qu'après que cette équipe puisse perdre ce trophée suite donc à un tel scénario. Donc l'Afrique vient de faire une nouvelle invention, on va dire. Bon, on respecte quand même la décision de l'instance dirigeante de football. Quand même, c'est une décision qui a ses motivations, dont ils sont les seuls à connaître. Mais nous autres observateurs qui voyons la situation, nous estimons que l'Afrique vient d'innover. Donc désormais, on peut gagner une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique. Non, ça peut être dans le bon sens, on ne sait jamais. Mais de toutes les façons, la CAF, parce qu'une Coupe du Monde, je n'ai jamais entendu. En tout cas, de mémoire de jeunes observateurs, je n'ai jamais entendu qu'une Coupe du Monde a été gagnée par un pays et que quelque temps après, ce pays a perdu. Donc l'Afrique, avec ce scénario-là, quand même, est en train de nous montrer d'autres situations. Certainement, compte tenu, bien sûr, de tout ce qui s'est passé. La CAF a certainement ces raisons que nous autres ne pouvons pas comprendre. Mais il est un peu difficile de parler de sport sans mettre un peu de passion là à l'intérieur. Mais quand même, quelle lecture vous faites de cette décision-là? C'est vrai, vous avez dit, je ne suis pas un fleuri du football, mais ça m'a assommé quand même parce que je pense que c'est un scandale pour moi. Et surtout, je me dis, le Sénégal a gagné sur le tapis vert. Et le Maroc vient gagner dans un salon. C'est le contraire, vous dites. C'est le gars qui a gagné. Le Sénégal a gagné sur le tapis vert. Et une décision de salon. Une décision de salon permet aujourd'hui au Maroc de gagner. L'Afrique, quel message la CAF a voulu faire passer après 2 mois, 3 mois, tandis que la victoire c'était sur le terrain. C'est vrai, je suis d'accord qu'il y a eu des anomalies, on pouvait condamner tout ça, mais reprendre la Coupe d'Afrique, remettre au pays qui n'a pas gagné, je pense que ça va décrédibiliser l'instance et ça va dégoûter les gens du football africain et surtout la CAN. Ça va quand même donner une très mauvaise image au championnat, à la Coupe d'Afrique et à la CAF en Afrique et dans le monde parce qu'on n'a jamais vu, comme vous l'avez si bien dit, on n'a jamais vu en Europe, on a arraché une Coupe d'Afrique, une Coupe européenne. Comme on appelle, un pays gagnant pour un autre pays qui a perdu tout ça. On n'a pas vu de coupe en Amérique. C'est jamais vu. C'est une très belle, c'est une expérience, mais quand même honteuse et scandaleuse quand même pour la Oui, et je me souviens quand même, Ibrahim Sory Kamara, lors d'une rencontre du Sili, semble-t-il, le Sili aurait perdu face à une équipe et que on aurait dit au sein de l'opinion, attendez, demain la Guinée va gagner. Oui, pour permettre aux supporters d'être... C'était en 2006. Voilà, en 2006, c'était contre un pays là. Justement contre le Sénégal aussi, ça avait été le cas. Bon, le score va évoluer en dehors du terrain. C'est le même scénario avec ce qui se passe maintenant là. Donc les Marocains vont se coucher donc la nuit sans le trophée. Le matin, ils se retrouvent avec un trophée devant leur porte. Voilà, la CAF dit bon, votre trophée, c'est la Coupe d'Afrique, suite à cette décision qui a été rendue. Mais il faut rappeler quand même que c'est le Maroc qui a donc fait recours auprès de cette instance de la CAF. Sauf que la question aujourd'hui cristallise tous les regards, ça focalise les débats aujourd'hui au sein du football africain. C'est le timing, vous l'avez rappelé, puisque le match s'est joué en janvier 2026, je pense. Donc je pense que cela est extrêmement important dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions ou du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je pense qu'il va falloir peut-être mettre la passion de côté pour voir un peu clair justement par rapport à cette situation. Si l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations stipule que toute équipe qui quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre perd sur le terrain, mais voilà, il y a eu une interruption de 15 à 20 minutes. L'arbitre est resté justement sur le terrain sans donner suite favorable à cette disposition. Je pense que si l'arbitre avait eu le courage de déclarer la fin du match après les 15 et 20 minutes d'interruption, le débat serait clos, puisque là, il revient quand même à l'arbitre de prendre cette décision. Et l'arbitre n'a pas pris cette décision et a même permis à ce que le match soit repris. Donc c'est une manière d'avaliser
justement la suite de cette rencontre. Et plus loin, c'est Sadio Mané a eu l'intelligence de rester sur le terrain là. Ouais. Je ne crois pas qu'il ait quitté la pelouse. Et le pénalty a été tiré également par le Maroc, mais ils ont raté le pénalty. Voilà. Donc je pense que si l'arbitre avait décidé de mettre un terme à la rencontre après les 15 et 20 minutes d'interruption, on n'allait pas assister à ce qu'on est en train d'assister en ce moment-là. Mais du côté du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football qui dénonce une décision sans précédent et selon en tout cas cette fédération, une décision inacceptable qui sape un tout petit peu et qui lance le discrédit sur le football africain. D'ailleurs, beaucoup de joueurs du Sénégal ont posté sur leur page la coupe lors de la finale, comme pour dire que vous pouvez récupérer votre titre, mais de toute façon c'est le Sénégal qui reste champion d'Afrique de cette dernière édition. Mais peut-être pour ce qui concerne un tout petit peu, puisqu'on parle de similitude, est-ce que dans l'histoire du football africain il y a cela, et selon en tout cas une source proche de l'agence France Presse, en 2019, ça c'est dans le cadre de la Ligue des champions africaine de football, l'expérience de Tunis aussi avait gagné devant le Wydad de Casablanca dont les joueurs avaient quitté le terrain. Il a fallu 3 mois après pour voir cette décision au niveau de la Confédération africaine. La coupe a été rétrocédée à qui? Voilà, justement, c'est l'espérance de Tunis qui avait été justement déclarée championne de la Ligue africaine des clubs champions après 3 mois, parce que les joueurs de Wydad de Casablanca avaient quitté le terrain en protestant contre une panne de la VAR. Mais cette histoire-là, vraiment... Je voudrais juste poser des interrogations pour terminer, parce que je veux qu'on n'a pas assez de temps pour aller au débat. Ce qui reste clair, aujourd'hui, la Confédération africaine de football brille dans une sorte de... c'est pas d'omerta, pas de moindre, depuis l'arrivée de Motsepe à la tête de cette fédération. Et cette confédération a quand même assez de décisions prises qui ne sont pas comprises également par le football, par les amateurs. Donc je crois quand même on ne va pas faire le débat de personne. J'en viens, non. Mais la CAF est l'expression également de son instance. Mais ce n'est pas lui qui a pris la décision, ce n'est pas le président de la CAF qui a pris la décision. C'est le jury d'appel. J'en viens, laissez-moi parler. Mais je ne veux pas qu'on fasse un débat de personne pour éviter... En fait, je justifie mon analyse par des exemples. Mais ce n'est pas lui, il faut le rappeler que ce n'est pas lui qui prend la décision. Oui, c'est pas lui, je suis d'accord, c'est pas lui. Mais j'ai dit, depuis son arrivée, quand même, la CAF a brillé dans des décisions qui parfois sont incomprises. Là, il faut le dire que ça s'est fait en son temps. Maintenant, pour terminer, moi je me dis, si on s'appuie sur l'article 84 et 82 qui parle de règlement et de bonne conduite lors d'une édition de la Coupe d'Afrique des Nations, pourtant, l'article est précis, on dit, lors de l'édition, M. Kamara l'a appelé, si le règlement ne s'applique pas à un match et que c'est après 2 mois que le règlement s'applique, à quoi ça sert le règlement? Parce qu'on vous dit, dans une classe, il ne faut pas insulter le professeur, vous insultez le professeur dans la classe, 2 mois après, on vous sanctionne, alors que ce règlement est applicable au moment où la compétition est déroulée. Donc, du coup, le fait que l'arbitre a décidé de reprendre le match, de facto, cette décision, ce règlement n'a pas de sens. Et deuxièmement, l'autre chose, je me demande, quel sera, est-ce que la sélection nationale marocaine aura l'esprit tranquille et toute la plénitude de prendre cette coupe et de faire une sorte de défilé devant le peuple marocain pour dire qu'ils sont champions. Moi, je me dis que vous n'allez pas voir ça. Parce que vous n'allez pas voir les joueurs marocains que je connais, professionnels, prendre cette coupe-là et parader dans les rues de Rabat pour dire que vraiment... Mais les Marocains quand même affirment qu'ils voulaient juste que la justice, que la justice soit rendue. Maintenant, les conséquences, je pense que... Pour terminer, je vais dire qu'aujourd'hui... Mais comme vous l'avez rappelé, le Sénégal qui compte déjà saisir le TAS. Le football africain traverse... c'est pas un goulot d'étranglement qui brille dans une sorte de business et d'affairisme, pas des moindres. Parce que tout simplement, on a l'impression que la FIFA... On va laisser ce qui se passe là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Bon, alors, on n'a qu'à rétrocéder à la Guinée, ça coupe alors. Oui, mais ça, c'est arrivé aussi à notre équipe de moins de 17 ans qui avait gagné. Mais après avoir fait jouer des joueurs qui avaient dépassé l'âge, finalement, on est venu récupérer les médailles et la coupe ici. Oui, donc... Oui, effectivement. Tout à
tout à fait. Non, mais là, ce n'était pas dans l'inconformité. Tout à fait. Donc, on va progresser parce que il faut rappeler quand même que je suis quand même convaincu que la décision de la CAF, elle est motivée selon ce que, bien sûr, elle a donné. Et comme je l'ai dit tantôt, la CAF a ses raisons que nous pouvons ne pas comprendre, mais quand même, il y a des fondements qui soutiennent cette décision de la CAF. Comme vous l'avez dit, peut-être les Marocains, ça aussi une question aussi d'opinion. Est-ce qu'ils seront contents de brandir le trophée après que le Sénégal ait déjà fait, paradé. On a déjà paradé à Dakar, partout, avec le trophée. On dit, bon, donnez-nous notre coupe, on donne ça aux Marocains. Ça, c'est pour eux. Alors, nous allons quand même suivre l'évolution de la situation, mais ce qui est quand même clair, c'est que désormais, c'est le Maroc qui est champion d'Afrique contre la 25e édition de la CAN qui a été organisée dans ce même pays. Sous réserve, effectivement, de la confirmation ou de l'infirmation de la décision de la CAF auprès du TAS. Alors, nous allons nous intéresser à ce que nous maîtrisons le mieux, ici en tout cas. C'est le code électoral. Alors, l'article 246, Daniel Torno parle bien sûr des conditions pour être membre du conseil de quartier et de district. Et justement, l'article 246 donc, qui traite des conditions pour être membre du conseil de quartier ou de district. Pour être membre du conseil de quartier ou de district, il faut être de nationalité guinéenne, être âgé d'au moins 21 ans, avoir son domicile ou sa résidence principale dans le quartier ou le district ou y exercer principalement son activité, savoir lire et écrire, résider dans le quartier ou le district au moins 5 ans, justifier d'une bonne connaissance des qualités socio-économiques, politiques et culturelles de la localité, avoir les aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions, être disponible et avoir la maîtrise des limites territoriales du quartier ou du district, n'avoir pas été déchu de ses droits civils et politiques par une décision de justice. Le président et les vice-présidents doivent résider en permanence dans le quartier ou le district de fonction. Alors là, Boubacar Diallo, vous comprendrez que ce sont explicitement les critères d'éligibilité. Donc, pour être conseiller dans le conseil de quartier ou membre du conseil de district. Donc, déjà, quand on parle de conseil de quartier, conseil de district, il faut comprendre que déjà, quand on parle de démocratie, la démocratie, c'est d'abord la base. Donc, cette base-là, il faut la construire à partir d'ici. Les quartiers et les secteurs. Donc, dans chaque quartier, il y a un conseil. Mais pour les gens qui ne le savent pas, parce que souvent, c'est le chef de quartier qui est vu, c'est le chef de secteur qui est vu, mais il y a toute une équipe autour du chef de quartier ou du chef du district. Donc, pour être membre de ce conseil de quartier ou de district, voilà donc les critères qui sont établis. L'âge, d'abord, déjà, à partir de 21 ans, déjà, on se dit, parce qu'à 21 ans, ici, dans notre pays, déjà, on peut être candidat aussi. On peut être candidat. Aux élections législatives. 21 ans, déjà, on est à l'université. On est à l'université, donc on peut être étudiant et être donc membre du conseil de quartier. Il y a également cette histoire d'ancrage territorial, parce qu'il faut être dans cette localité, il faut avoir une connaissance de la localité, du quartier que tu veux vraiment gouverner, parce que c'est une gouvernance de base. Donc il y a aussi le fait que les membres doivent en tout cas savoir lire, savoir écrire. Et je crois que quand même c'est bien réfléchi par le constituant pour pouvoir permettre donc aux citoyens des quartiers et des districts d'être gouvernés de façon très démocratique. Tout à fait. C'est une correction qui est en train d'être faite, qui a été faite par le code électoral, Mohamed Bari. Désormais, on n'aura plus affaire à des chefs de quartier qui ne savent pas lire et écrire, qui ne savent pas remplir, par exemple, comme on appelle le certificat de résidence. Ça arrivait très souvent quand vous allez, on vous donne le papier, on dit bon, remplissez là-bas. Très bien. Donc, ce sont des choses qui ont été corrigées par le constituant. Désormais, à travers cette loi organique qui a validé donc, le code électoral, il y a assez de critères assez clairs pour être membre du conseil de quartier. Nous le rappelions hier ici que les chefs de quartier ne seront pas élus,
mais ils seront nommés. En tout cas, les membres du conseil du quartier, j'allais dire, ne seront pas élus, mais ils seront nommés par le maire, à travers, bien sûr, le conseil communal. À travers un arrêté du maire. Voilà, c'est le maire qui valide la décision du conseil communal. Oui, c'est vrai, quand même, hein, c'est une très bonne disposition, parce qu'il faut rappeler, quand même, on est dans un contexte où les chefs de quartier, parfois, avec ce qu'on entend là, ne sont, pour la majorité, certains ne répondent pas à ces critères, parce que voilà, on a renvoyé le plus souvent cette fonction à des retraités ou à des vieux qui sont parfois frappés par l'âge. Et aujourd'hui, on voit pertinemment que désormais la question de l'avenir d'un quartier, la jeunesse également à savoir, à dire. Donc, oui, 21 ans quand même, c'est vraiment la jeunesse. Ce qui veut dire que Boubacar Koïla peut se porter candidat. Ah oui, j'ai plus de 21 ans, de loin même d'ailleurs. Mais l'autre chose également il y a une précision de taille, on dit avoir son domicile ou sa résidence principale dans le quartier au district ou exercer principalement son activité. C'est-à-dire que là aussi, parce que moi j'ai toujours entendu que les gens disent que non, c'est un locateur, il ne peut pas être chef de quartier parce que son papa n'a pas construit ici, nous avons nos maisons ici. Non, désormais, selon la loi, il y a 3 possibilités. Soit vous résidez dans le quartier à au moins 5 ans ou vous résidez dans le quartier, ou bien vous avez votre activité principale dans le quartier. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour mon cas, je passe plus de temps, par exemple, du côté de Tombo que dans mon propre quartier. Donc, ce qui veut dire que selon les dispositions de la loi, si je suis intéressé par le conseil de quartier de Tombo, je peux bel et bien. Parce que ce n'est pas que le seul critère qui doit prévaloir. Non, tu sais, l'avantage c'est quoi? Il faut connaître bien les réalités de Tombo. Oui, j'en viens. Non, par rapport à la résidence, cette étiquette de dire que les locataires ne peuvent pas être membres du conseil de quartier est révolue. Et deuxième précision, c'est que vous pouvez être du côté de Ratoban, mais vous passez plus de temps, par exemple, dans un quartier comme Dixon, que vous maîtrisez parce que tout simplement, c'est votre lieu de résidence en termes d'activité, vous maîtrisez la localité, vous avez la possibilité également d'être chef de quartier. Maintenant, l'autre chose également, c'est être membre du conseil. Non, membre, mais pas président. Membre du conseil. Parce que ce sont les membres qui deviennent président. Voilà, qui désignent le président du conseil. Donc, ça, c'est la deuxième précision quand même qui a tout le sens. Maintenant, l'autre chose également, c'est la connaissance socio-culturelle, économique de la localité. Parce que moi, j'en connais plein de chefs de quartier d'aujourd'hui ils ne connaissent même, par exemple, il y a une émission chez nos confrères de la RTG, nos quartiers, où certains chefs de quartier, quand ils viennent les demander sur la constitution, même sur la genèse du nom du quartier, quels sont les premiers occupants, comment ça a été fondé, le chef de quartier, il ne connaît pas. Et pourtant, ce sont des informations qui vous permettent d'avoir beaucoup plus d'acquaintance dans la régulation des conflits et autres. Donc désormais, la fonction du conseil de quartier ou membre également du quartier ne se résumera pas à la fonction également de la gestion des frais de location et que vous avez votre caution. Donc il faut désormais pouvoir lire, et vous l'avez dit, sur la question des certificats de résidence. Aujourd'hui, tout le monde peut s'en en procurer parce que tout simplement, ceux qui délivrent ne peuvent pas les remplir. Donc il n'y a pas une rigueur dans la prise d'information par rapport également au remplissage. Donc pour moi, c'est une très bonne chose parce que la démocratie sévit à la base. Et si la base est écourtée, je me dis qu'on n'a pas une bonne démocratie. Et les chefs de quartier, quand même, ce sont les premiers représentants de l'État plus proche des citoyens. Tout à fait. Oui, Soniké Diané, par rapport à ces critères-là. Comme on dirait, mes collègues ont tout dit, comme les anciens députés le disent, mais je sais comme on dit, mettre du miel dans le miel, c'est pas pour rendre doux, c'est pour rendre... c'est pour augmenter la quantité. C'est pour augmenter la quantité. C'est ça, ils ont tout dit. En réalité, c'est ça. Cette réforme permet en tout cas de corriger l'état du passé. Parce qu'avant, les nominations étaient purement politiques et communautaires. C'est quoi? C'est nos grands-pères qui ont coupé ici, c'est nos grands-pères, ainsi de suite. Ce n'est plus ça. C'est sur les critères de compétence, de moralité et tout ça. Donc, il y a des critères assez clairs. Il y a des critères d'éligibilité, il y a les mots de désignation. Donc, tout ça est réglé de façon en tenant compte, par exemple, vous l'avez si bien dit, de caractère de territorialité. Il faudrait que la personne soit en activité dans le quartier ou réside dans le quartier au moins 5 ans. Et là, c'est important. Et aussi que ce soit quelqu'un qui, quand même, son casier judiciaire doit être vierge. Là. Tout à fait. Il n'est pas déchu de... Donc, voilà, tout ça, c'est fait pour que on ait des chefs de quartier ou, en tout cas, des conseils de quartier plus responsables qui, quand même, sont l'image de l'État quelque part. Et c'est important. Moi, j'aime dire, le grand État, c'est bien. Mais quand les petites organisations, la décentralisation est très respectée, ça fait respecter l'État. C'est à travers elle, on sent l'État
dans son salon, dans la rue, dans le quartier. Il faut les renforcer. C'est cela aussi, renforcer l'État dans notre pays. Tout à fait. Oui, Ibrahim, voilà, un autre Ibrahim, parce que... Les deux Ibrahim sont pas d'accord. Je pense que Boubacar Koïla, ce sont des dispositions qui traitent, vous l'avez rappelé, des conditions d'éligibilité des membres du conseil de quartier. Cela est extrêmement important. Vous avez entre 9 et 10 critères ou 10 conditions à remplir avant de se porter candidat. Moi, je m'intéresse un tout petit peu à la 7e condition ou au 7e critère qui parle d'aptitude nécessaire. Je pense que là-bas aussi, c'est extrêmement important puisqu'il faut avoir une santé physique acceptable, il faut le dire, pour diriger justement un quartier ou pour faire partie du conseil de quartier, ou avoir d'autres aptitudes, peut-être morales, on peut le dire ainsi, tout à fait. Ou même professionnelles, intellectuelles, tout ça c'est possible. D'ailleurs, on l'a déjà dit, il faut savoir lire et écrire, même si on est dans le cadre de la promotion des langues nationales, mais ça c'est au niveau de la députation et autres. Mais au niveau de la base, puisqu'on l'a déjà dit, le développement commence à la base. Il faudrait vraiment qu'il y ait des personnes, des femmes et des hommes qui sont bien outillés par rapport à la gestion locale, puisque ce sont eux qui sont d'ailleurs proches justement de la population, et ils sont censés comprendre les problèmes ou les préoccupations des populations, et ils sont à mesure de les rapporter au niveau du conseil communal et bien au-delà. Et comme on l'a dit ces derniers jours, la DGE, la Direction Générale des Élections, comme on est en train d'ailleurs de faire dans le cadre de la vulgarisation et de l'explication de la compréhension du contenu du code électoral, la DGE est aussi dans cette dynamique-là, puisque d'ailleurs sur beaucoup de médias, même sur des médias d'État, il y a cette volonté, en tout cas, de faire passer des spots, des communiqués, d'expliquer dans un langage beaucoup plus simple et compréhensif, et c'est les différentes dispositions contenues dans le code électoral. Tout à fait. Donc, nous faisons ce devoir républicain, donc, de pouvoir le faire gratuitement sur les antennes de la télévision et de la radio parlementaire. C'est notre devoir que nous nous sommes donnés. Alors, nous allons à présent donc parler de ce sujet rapidement. C'est bien sûr cette lancinante crise du cash, et le chef de l'État qui naturellement a sillonné quelques rues de la capitale, notamment Kaloum, hier a fait un saut donc du côté de la primature où il allait sa rencontre, son passage qui a coïncidé avec ce conseil interministériel du gouvernement, conseil au cours duquel le chef de l'État a donné des instructions par rapport bien sûr aux dispositions à prendre. Nous allons suivre rapidement ce reportage que nous signe notre confrère du bureau de presse, plutôt de la DCI de la présidence. À Kaloum, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a une nouvelle fois marqué sa proximité avec les citoyens en effectuant sa traditionnelle promenade dans les rues de la commune. Ce mardi 17 mars 2025, le chef de l'État a fait une visite inopinée à la primature où se tenait une séance du conseil interministériel dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà, donc nous avons un petit souci avec l'élément, mais Mohamed Bari, vu qu'on est un peu... Aujourd'hui, les machines ne sont pas avec nous, c'est vraiment un décidement, c'est ça la réalité. Alors, comme je le disais tantôt, le chef de l'État donc, a sillonné les rues de Kaloum, il a fait ce saut au niveau de la primature, et la crise du cash qui intéresse beaucoup plus, en tout cas l'opinion publique, a été abordée lors de ces échanges. Il faut faciliter l'expression pour... la crise de liquidité. Voilà, c'est le terme qui revient depuis... Bon, il faut dire quand même que la Guinée traverse une crise aiguë de liquidité depuis quelque temps. Donc le président de la République, Mamadi Doumbouya, a décidé un peu de prendre les choses en main, vous l'avez rappelé, hier lors d'une promenade, à la suite d'une promenade dans les rues de Kaloum. Donc il a procédé à une visite inopinée également à la primature en plein conseil interministériel, au cours duquel également le chef de l'État a annoncé des mesures fortes également pour faire face à cette crise de liquidité. Alors parmi quand même ces mesures-là, le chef de l'État a rappelé quand même que l'objectif est de redonner un peu de souffle à l'économie du pays également. Maintenant, il y a d'abord l'information principale, des instructions ont été données par le chef de l'État au Premier ministre par rapport également à l'impression des nouvelles coupures également de monnaie pour permettre également de remplir les caisses de l'État. Mais aussi, au-delà de cette mesure-là, la vision du chef de l'État un peu s'oriente vers
une sorte de réforme structurelle du système financier national de Guinée. Donc le Premier ministre d'ailleurs a précisé que le chef de l'État continue également cette décision également de démonétiser, de dématérialiser un peu les transactions monétaires. Donc au-delà, il y a 4 mois qui ont été donnés également au gouvernement et à toutes ces structures également pour faire en sorte quand même que cette modernisation des moyens de paiement afin de réduire cette dépendance excessive également de l'économie guinéenne vis-à-vis également de la liquidité. Donc c'est une information quand même qui vient en point nommé parce qu'aujourd'hui la crise de liquidité, on ne peut pas cacher ça parce que ça devient une sorte de réalité. Nous tous ici sur ce plateau, nous sommes victimes de cette situation, mais pour moi l'État à travers le président de la République, on sent déjà que le chef de l'État vit le quotidien des Guinéens et du coup, il a décidé également de faire des instructions, pas des moindres. Et aujourd'hui, on ne va pas aller sur toutes les informations parce que pour l'instant, ce n'est pas officiel. Mais ce qui reste clair, il y a un délai moratoire qui semble être donné également à tous les détenteurs de billets parce que tout simplement, il y a 2 mois qui est prévu pour tout ça. En tout cas, l'annonce de cette nouvelle coupure, pour moi, une fois introduit dans le système bancaire guinéen, pourra permettre quand même d'essouffler un peu le monde bancaire. Et aujourd'hui, le chef de l'État est conscient de la situation et c'est pourquoi également ces instructions fortes également ont été données au Premier ministre. Très bien, donc nous n'étions pas à Kaloum hier, mais on a envie bien de savoir ce qui s'est passé. Donc nous allons repartir avec la régie pour suivre ce reportage de Oumar Bari. À Kaloum, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a une nouvelle fois marqué sa proximité avec les citoyens en effectuant sa traditionnelle promenade dans les rues de la commune. Ce mardi 17 mars 2025, le chef de l'État a fait une visite inopinée à la primature où se tenait une séance du conseil interministériel dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba. À cette occasion, le chef de l'État a donné plusieurs orientations stratégiques au gouvernement avant de poursuivre son déplacement. Le président nous a fait, disons, la courtoisie de nous rendre visite en plein conseil interministériel. C'est un fait rarissime. Nous nous en réjouissons. C'était une occasion pour lui d'indiquer ses instructions au niveau des sujets qui sont brûlants. Vous savez, l'économie réelle de la Guinée aujourd'hui souffre, disons, d'un déficit de circulation des espèces. Et à cet effet, il a donné des instructions pour qu'il y ait, disons, l'impression d'un biais. Ça, c'est un élément. Et en plus, la nécessité absolue, d'ici les 3 mois à 4 mois à venir, qu'on accentue, disons, la modernisation des moyens de paiement. Par exemple, dans certains pays, vous ne pouvez pas vous promener avec des espèces parce que l'essentiel, disons, de l'activité économique se fait à travers les banques, à travers des moyens de paiement électroniques. Et nous aussi, nous devons nous acheminer dans cette direction parce que c'est un élément de modernisation de l'économie et puis aussi de la fluidité, disons, de la circulation monétaire qui a un impact extrêmement important sur, disons, les performances de l'économie nationale. Donc le président a indiqué qu'il faut que nous nous arrimions aux pays qui, dans cette optique, sont des pays de référence. Par exemple, plus de 85% de la masse monétaire n'est pas une masse monétaire sous forme d'espèces. Nous aussi, nous devons aller dans cette direction. Et le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que le ministre de l'économie, des finances et du budget, ne manqueront pas, dans les jours à venir, le plus rapidement possible, de faire une communication centrée sur cette question de rareté des espèces dans le circuit économique de notre pays dans la phase actuelle. On résolvera le problème avec l'assentiment et la participation de tous les acteurs économiques. Accompagné du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le président de la République s'est ensuite dirigé à pied vers le marché Niger, en passant par la Banque centrale et le commissariat central de Kaloum. Tout au long de son parcours, il a été chaleureusement accueilli et acclamé par des citoyens enthousiastes.
Par cette démarche, le président de la République, voilà, son Excellence Mamadi Doumbouya, réaffirme sa volonté toujours au de contact rester très proche de Guinée. Alors nous allons donc, que dis-je, Daniel Tolno, vous avez constaté donc le président Mamadi Doumbouya qui est au contact du peuple, mais aussi qui a donné des instructions par rapport à la crise de liquidité. Bien sûr, c'est un président qui connaît les réalités, oui, tout à fait. qui les vit, les mêmes réalités que son peuple. Il est conscient donc des difficultés que traversent, les difficultés auxquelles sont confrontées donc les populations. Le Premier ministre l'a dit, il y a un déficit donc de liquidité dans le pays, dans la circulation en tout cas. Et en tout cas, le gouvernement Baouri numéro 2 a en face de lui un grand défi. Un grand défi parce qu'aujourd'hui, tous les citoyens ont le regard tourné vers ce gouvernement pour trouver une solution. Aujourd'hui, la politique est de trouver en tout cas les voies et moyens pour faire en sorte qu'il y ait qu'on travaille avec l'électronique. L'argent, la circulation de l'argent dans les rues, il faut qu'on mette un terme à cela, mais il y a un travail de fond à faire. Il faut sensibiliser les citoyens parce qu'on n'a pas la culture, cette culture-là de la monnaie électronique. De la monnaie électronique. Donc il faut que les citoyens sachent c'est quoi une monnaie électronique parce que quelqu'un le disait ici tout à l'heure, il y a dans un pays où le petit commerçant qui est là et travaille dans l'informel, plein de gens travaillent dans l'informel, on a des difficultés de savoir c'est quoi l'argent électronique, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir en tout cas faire les transactions. Donc il y a en tout cas un travail de fond à faire. Le gouvernement donc a un grand défi à relever. On espère qu'il puisse le relever. Tout à fait. Et aussi au niveau du cordon douanier par rapport aux importations, désormais les importateurs sont invités et même sont obligés de passer par des virements bancaires. En tout cas, tout le mécanisme de paiement du MAS là, on doit vraiment aller dans l'électronique et pourquoi pas aussi restaurer la confiance avec les banques. Parce que je crois qu'il y a une crise à ce niveau-là, apparemment, parce que voilà tout ce que nous constatons ces derniers temps. Quelle lecture on peut faire déjà? Effectivement, cette lecture déjà, je pense que le gouvernement déjà est en train de comprendre la nécessité de résoudre cette crise. Elle date certainement de 6 ou à une année. Ces criards-là, les liquidités manquent et tout ça. Donc déjà, si les mesures sont prises, moi je pense que c'est déjà, cela prouve que le gouvernement veut résoudre le problème. Mais il faut résoudre le problème dans toute sa dimension. Parce que moi, je suppose que c'est une opportunité, on a cette crise. Parce qu'il y a une pression quand même basculer vers la monnaie... basculer sur la monnaie électronique. Mais c'est bien, mais s'il n'y a pas de liquidité, c'est compliqué. Il faut aussi sensibiliser, comme on l'a dit, et vous l'avez dit, il faut créer la confiance. Il faut aller graduellement, quoi, en fait. Il faut aller graduellement, et le Premier ministre l'a dit, on le fera ensemble. Donc les acteurs économiques, l'État, les industriels, tout le monde. C'est vrai, on veut élever le taux de la bancarisation, mais il faut créer de la confiance. Quand vous allez en banque, vous ne pouvez pas retirer votre propre argent, mais est-ce que ça peut créer de la confiance? Donc, c'est comme on l'a dit, c'est du dépôt au retrait. Donc, tout ça, doit tourner autour de la confiance. Je pense que cela doit être fait par le gouvernement, la Banque centrale, parce qu'il y a une pression sur la Banque centrale. Aujourd'hui, les banques primaires n'arrivent pas, en tout cas, à avoir de l'argent comme ils le souhaitent. Et donc, nous, les populations, nous ressentons ces difficultés aujourd'hui. On a du mal de faire arrêter 50 000, même 10 000 francs. Donc, chose très difficile. Moi, je pense qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises et je pense qu'elles vont être dans la durabilité. Mais cette crise est une opportunité pour résoudre ces problèmes parce que notre argent, le franc guinéen, il ne sort nulle part. Notre argent reste en Guinée. Mais comment on peut manquer d'argent? Donc, certainement, il y a l'argent. Il faut repenser à la confiance, à tous les mécanismes et tout ça. Il faut résoudre ça et c'est ce qui va arranger les citoyens parce que nous vivons... vraiment, avec des périodes de fête, là, ça pèse sur les ménages guinéens. C'est un peu compliqué. Donc, Dieu merci, notre gouvernement est soucieux de la situation. Alors, il faudrait qu'elle puisse nous trouver, si vous voulez, des solutions pérennes et durables. C'est ce qui est plus essentiel. Oui, Ibrahim Sory Kamara. Il était vraiment temps de faire face à cette situation de manque de liquidité. Boubacar Koïla, comme on le dit, au grand mot, les grands remèdes. Je pense que c'est extrêmement important. Il va falloir suivre justement ces initiatives en faveur de l'analyse économique structurelle de l'économie guinéenne. Je pense qu'en essayant d'injecter un nouveau billet dans le circuit bancaire, je pense que cela peut aussi atténuer un tout petit peu ce manque de liquidité, mais il va falloir faire en sorte qu'il y ait en tout cas un montant prédéfini
pour ne pas qu'on tombe dans l'inflation, puisque mettre autant d'argent dans la circulation et sans pouvoir avoir l'équivalent en termes de retrait, je pense que ça peut aussi favoriser l'inflation. D'ailleurs, c'est l'une des inquiétudes de certains observateurs économiques qui estiment qu'en mettant de nouveaux billets dans la circulation, ça peut créer l'inflation. Mais je pense qu'en mettant en branle toutes ces conditions pour encadrer justement cette mise en circulation de nouveaux billets, ça peut parer à l'inflation. Et je crois que c'est une bonne initiative. Et d'ailleurs, par rapport à l'autre initiative qui consiste à aider les gros importateurs et exportateurs pour qu'ils ne soient pas souvent victimes de tracasseries et autres là dans leur processus de dépôt, de retrait d'argent, ça aussi, ça peut créer la confiance. Diané le disait tantôt, ça peut créer cette confiance-là entre les citoyens et les structures de banque, puisque quand vous venez, vous faites un dépôt, mais pour retirer l'argent, ça devient plus compliqué. Voilà, vous faites en sorte que vous misez main sur l'argent. Et voilà, vous serez obligé de garder l'argent là par devers vous. Et ce qui n'est pas bon au niveau de la circulation de l'éducation. Merci vraiment, Sori Kamara. Merci à toute l'équipe. Nous allons marquer une courte pause, le temps pour nous d'installer notre invité du jour, M. Fodé Sila, juriste et enseignant donc, à la Sorbonne, avec qui nous parlerons bien sûr d'économie d'une certaine manière, parce que nous parlerons de lois plans et lois programmes liés bien sûr à Simandou. À tout à l'heure. Sur Parlement TV. Se sont prosternés devant vous alors que vous vous frottez le visage contre des statues que vous avez fabriquées vous-même. C'est toi qui inventes toutes ces balivères et tu t'attaques à nos dieux sans aucune raison. Moi, je n'invente absolument rien. Je suis le messager de Dieu et mes paroles sont les siennes. Pourquoi est-il puni? Prêtre, pardonne-lui. Sois miséricordieux. Voilà. Télé, papa. Papa. Voilà. Parlementaire des... Voilà, la télé qui nous ressemble et qui nous rassemble. Oui, on est ensemble. Merci. La télé citoyenne. La télé citoyenne. Ah, la télé citoyenne. En plein journal. Aspider les spectateurs. Les spectateurs. Sur Parlement TV. Pendant tout le carême, cette année, les intervenants de qualité vous guident à partir de la parole en toute simplicité. Simple, oui, mais riche.
Chaque dimanche, une méditation, une prière, une résolution concrète pour avancer de votre relation à Dieu et aux autres. Suivez cette émission Évangile du Christ et laissez la parole vous revitaliser. Retour sur ce plateau pour la suite de votre émission Tour de la République avec notre invité du jour, M. Fodé Silla, donc juriste et enseignant à la Sorbonne, avec qui nous parlerons bien sûr du thème loi plan et loi donc de programme Simandou. Quelle opportunité pour l'économie guinéenne. M. Silla, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour M. Diallo. Merci pour l'invitation. Très bien, merci beaucoup. Et vous êtes, je le disais tantôt, enseignant à la Sorbonne. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu comment ainsi là se retrouver à la Sorbonne et quelles sont les disciplines que vous dispensez? D'accord. En fait, l'idée pour moi, en fait, c'était pas une idée qui m'est tombée du ciel comme ça. Je ne l'ai jamais imaginé. Mais je pense que la chance que j'ai eue, c'est parce que je suis une personne qui est très très exigeante. Okay. J'exige beaucoup de moi et aussi qui sait saisir les opportunités. Je pense comme la plupart de tous jeunes guinéens qui partent en France pour étudier, quand j'étais parti en France et puis moi je voulais être magistrat de base. Voilà, je voulais être magistrat de base. Et donc, un métier de rigueur aussi. C'est ça, de rigueur. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de la passion pour la recherche. Et là, du coup, je me suis engagé au fur et à mesure dans l'enseignement. Et un jour, un de mes professeurs, Eric Desmond, un de mes professeurs, m'a proposé, au fait, si je pouvais, au fait, dont j'ai déjà me lancer dans l'enseignement, d'où justement l'enseignement est venu. J'ai jamais rêvé d'enseigner. Voilà, mais c'est justement, si je peux résumer mon parcours, exigence intellectuelle, bien évidemment, et la capacité à saisir des opportunités. Oui, parce que quand on parle de la Sorbonne, quand même, pour nous autres, c'est vraiment le creuset de l'élite, en fait. Oui, effectivement, quand même, c'est vrai que là-bas, les places ne sont pas données. Voilà, je dirais pas, il faut rester un peu humble, je dirais pas que quand même, voilà, mais la vérité, quand même, ça a été très, très exigeant, très, très dur. C'est des années d'études avec beaucoup de difficultés parfois, d'isolement. Il ne faut pas se mentir, parce qu'en fait on s'isole et puis on travaille dans la solitude et après, comme dit, tout paye au final. Oui, effectivement. Voilà. Et donc là ça a payé et donc je ne compte pas aussi m'arrêter là. Aujourd'hui je suis en Guinée, chez nous ici. L'idée c'est aussi d'apporter cette contribution que je peux faire auprès de ma jeunesse, auprès de moi-même, parce que je fais partie de cette jeunesse, afin de voir justement comment on peut aussi transférer justement les compétences, l'intellectuel justement ici dans les universités. Aujourd'hui, des universités guinéennes aussi commencent réellement à être, on va dire, sur le starting block, la première ligne, parce qu'ils ont vu qu'il y a eu des réformes justement dans l'enseignement à Guinée ici, et les enseignants sont bien rémunérés. Je pense que peut-être un jour, justement, cette réputation de la Sorbonne sera peut-être un jour pour une université guinéenne, comme l'Université générale Lansana Conté. Oui, effectivement. Oui, alors, vous êtes également membre d'une structure dénommée Club Citoyen 50. Oui. Dites-nous à quoi est-ce que ça renvoie et quels sont les objectifs de cette... Alors, ce Club Citoyen 50, c'est un think tank. C'est d'abord, bien évidemment, voilà, un espace de réflexion. L'idée pour nous, c'était de créer aujourd'hui, dans cette nouvelle Guinée, des jeunes, en fait, comment on peut accompagner les décideurs, comment aujourd'hui, nous, les intellectuels, que ce soit dans sa diversité, la jeunesse guinéenne ici, localement, et aussi la jeunesse guinéenne de la diaspora, comment on peut se mettre autour d'une table, accompagner les décideurs dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la santé, que ce
ça soit, je ne sais pas moi, dans le bâtiment BTP. En fait, l'idée aujourd'hui, la Guinée, dans cette nouvelle Guinée, c'est la main tendue du président de la République. Donc, du coup, nous, jeunesse, on s'est dit, tiens, on va créer un club, et ce club, justement, qui va être justement un think tank, un espace de réflexion dynamique, qui proposera à chaque fois, dans chaque domaine, des situations, s'il faut accompagner les décideurs, s'il faut accompagner, je ne sais pas moi, le président du CNT, le Premier ministre, le président de la République, on espère un jour, justement, qu'on vienne apporter des études faites et des réponses concrètes, justement, dans ces domaines-là. Voilà, c'est un peu ça en fait. D'accord. Alors, pour parler justement du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, la loi plan et la loi programme Simandou 2040 pour l'économie guinéenne, selon vous, qu'est-ce que cela représente? Alors, cela représente pour moi, si je peux qualifier cela, de la constitution économique de cette nouvelle Guinée. Parce qu'elle trace réellement comment l'économie guinéenne doit se comporter sur 15 ans. Voilà. Comment ça s'appelle et cette loi, plutôt ces deux lois, justement, apportent cette clarification vis-à-vis de ça. Voilà, via le projet et le programme Simandou, je veux dire par là. Donc cette loi constitue aujourd'hui ce qu'on appelle la constitution économique de cette nouvelle Guinée. Voilà. Justement, quand on parle de loi plan ou de loi programme, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas assez avertis du point de vue juridique, ça renvoie à quoi? Quelle est la différence? Alors, la différence, c'est plutôt la première, elle est stratégique, et la deuxième, elle est opérationnelle. Celle qui est stratégique, c'est la loi plan. Cette loi plan, pourquoi elle est stratégique? C'est d'abord un acte législatif qui est pris justement pour encadrer, on va dire, les grandes orientations économiques et sociales sur une longue durée. C'est pour ça en fait la loi, elle s'appelle la loi plan 2640. Oui, effectivement. Donc ça part sur longue durée. Et elle encadre justement tout ce qui est les grandes orientations sur le plan économique, sur le plan social. Alors que la deuxième loi, elle est plutôt, on va dire, opérationnelle. C'est un acte législatif qui vient en court terme déterminer par rapport à un secteur précis justement quel est le comportement de la politique publique doit se faire. Voilà, c'est un peu ça en fait quoi. Donc la distinction, c'est que la première, elle est stratégique, encadre, détermine qu'est-ce que nous voulons d'ici 2040, quelle transformation que nous voulons faire de notre économie, de notre société. La deuxième, elle dit opérationnelle, elle va réellement mettre en œuvre ce que la première, elle pense. Donc sur des thématiques, sur des secteurs bien évidemment assez précises. Donc vous voulez dire qu'il y a une certaine interopérabilité entre ces deux lois? Oui, effectivement. La loi plan et la loi programme. C'est ça. La loi plan, elle dit je veux faire ça. La loi programme dit c'est comme ça, il faut le faire. D'accord. Merci beaucoup. Lorsque nous prenons donc le programme Simandou en question, le programme Simandou est structuré de 122 méga projets, de 39 réformes et 14 secteurs pour un coût global estimé à 330 millions de dollars américains. Voilà, milliards. Je m'excuse, 330 donc milliards de dollars américains. Dites-nous, que vous inspire donc cela? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, concrètement, moi j'ai envie de dire que ça m'inspire la confiance. La confiance, on quitte d'une parole politique, campagne de politique, c'est la promesse du président de la République pendant les heures justement de campagne, et on vient justement dans du concret. Et bien cette loi, les deux lois-là, bien évidemment, transforment cette promesse de campagne du président de la République à une réalité concrète. Voilà. Donc ça m'inspire la confiance et aussi l'ambition. L'ambition de dire que, certes, les décideurs publics, certes, aujourd'hui, le président de la République veut changer la Guinée, mais nous sommes avec lui dans ce changement. Parce que les chiffres qui sont annoncés aujourd'hui, ce sont des chiffres qui vont permettre, je dirais, qui va hisser la Guinée autour de la table de développement des pays qui sont développés sous la sous-région. Ça peut transformer la Guinée
l'économie guinéenne réellement en fait une transformation endogène, une transformation intérieure en fait exogène, je veux dire par là, de l'économie guinéenne, parce qu'au fait ça apporte de l'argent, et ce l'argent là ça fait que notre économie va quitter de l'économie qui vit malheureusement, il faut dire, le jour en jour. Les aides qui sont à chaque fois qu'on veut faire un projet, on est obligé... On tend la main aux partenaires au développement. Exactement. Alors que là, justement, ces recettes vont venir domper, si on peut dire ça, le budget de l'État, et donc que l'État a l'ambition et le courage de pouvoir exercer justement les deux lois prévoient, par exemple si je prends la loi de programmation sur les infrastructures, ça va permettre tout simplement à ce que nous puissions avoir des infrastructures de qualité de normes. Tout à fait. Merci. Oui, alors, à vous écouter, M. Sylla, on a l'impression que ces deux lois ouvrent une nouvelle ère pour l'économie guinéenne. Oui. Effectivement, ça ouvre une nouvelle ère pour l'économie guinéenne, comme je viens de dire. On va sortir de... Alors, moi, je pense que les pays africains, on a toujours ce problème. On veut faire développer notre pays, mais on n'a pas les moyens. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, de fait que ces deux lois, aujourd'hui, déterminent, et d'ailleurs, même ces deux lois ont permis, si je peux me permettre rapidement de venir, la création dans chaque ministère des cellules du programme Simandou. Ça veut dire concrètement que ces deux lois vont encadrer les politiques publiques. Et ces deux lois encadrent les politiques publiques veut dire que quoi? Veut dire qu'on aura des moyens. L'État aura des moyens, justement, en termes de budget, pour pouvoir réaliser ce qui est prévu dans les lois de programme. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir ici. Tout à fait. Et c'est la question que j'étais sur le point de vous poser, les opportunités qu'on pourrait avoir derrière ce programme-là. Alors, premièrement, c'est l'explosion du budget de l'État. Deuxièmement, en termes de... on quitte d'une rente budgétaire, on va dire, qui était focalisée sur les bauxites, à une rente aujourd'hui diversifiée. Parce que pourquoi? Il y a des recettes directes qui vont rentrer, on va payer des impôts. À travers le projet, c'est ça. Les entreprises vont payer des impôts. Il y a aussi des redevances qui vont être payées. Et tout ça va venir domper le budget de l'État, vient renforcer la caisse de l'État. Et donc, ne pas dire que ça peut apporter concrètement ce qu'on appelle le développement des infrastructures. Aujourd'hui, en Guinée, on sait que avant la mise en place de ce projet Simandou, il n'y avait pas de port. Le port de Morbaya a vu le jour. Le train transguinéen, je pense, a vu le jour. Les infrastructures, corridors. En fait, ça a vraiment apporté un vent nouveau, un souffle par rapport au développement de la Guinée. Tout à fait. Oui, Daniel Telon. Alors, vous parlez de diversification donc, de l'économie nationale. En quoi est-ce que ce programme pourrait donc diversifier l'économie? Parce que, comme je viens de dire, monodépendance minière, il y avait plus, justement, aujourd'hui, voilà, la recette de la Guinée, en fait, si je prends d'autres pays, par exemple, comme le Rwanda ou Botswana, eux, ils ont su le faire. Il faudrait qu'on essaie de penser aujourd'hui que notre minerai doit nous apporter plus que ce que nous pensions. Parce que si le minerai brut est transporté, certes, on gagne de l'argent, il ne faut pas se mentir, mais on gagnera encore plus d'argent, plus de recettes de l'État en faisant des transformations sur place. Et ces transformations sur place vont justement ouvrir d'autres brèches, d'autres segments de rentabilité budgétaire. Et c'est ça, en fait, qui fait la force des deux lois qui ont été votées. Voilà. D'accord. Oui. Quels sont les secteurs économiques qui pourraient beaucoup plus profiter justement de ce grand programme Simandou? Alors, ça a été défini dans le programme Simandou, c'est principalement les 5 piliers. Les 5 piliers, l'agriculture, la santé, les infrastructures, et surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la formation. Donc, avec le fonds souverain qui est prévu dans les deux lois, ces secteurs vont pouvoir bénéficier énormément justement des retombées justement du programme Simandou, en fait. Oui, et qui parle de formation, parle aussi de jeunesse, les jeunes Guinéens qui attendent beaucoup de ce projet. Quelles peuvent être les opportunités, pourrait-on dire, à leur endroit par rapport bien sûr à ces deux lois-là? Alors, il y a ce qu'on appelle la création d'emplois. Alors, le programme va créer 2 formes d'emploi.
un emploi direct, c'est-à-dire ce qui est déjà le cas, hein, parce que la construction des ports, vous l'avez vu, le premier train était passé, voilà, je crois que c'était au mois de novembre. Voilà, le premier c'est train, une Guinéenne qui conduisait. Ça, voilà. Donc, il y a ça, il y a premièrement la création d'emplois directs. Et deuxièmement, nous avons aussi la création d'emplois indirects. Voilà. Donc, si on cumule les deux, honnêtement, on pourrait chiffrer, je suis d'accord, on pourrait chiffrer sur la création d'emplois directs, mais sur la création d'emplois indirects, on ne peut pas chiffrer parce que ça peut, regardez si je prends, tout bête, moi j'habite à, je sais pas moi, à Beila ou à Farana, de fait que justement le corridor passe à Beila, à Farana, je peux commencer à ouvrir mon petit restaurant. Tout à fait. Voilà, donc de façon indirecte, ça peut créer des emplois. Et les économistes appellent ça la chaîne des valeurs. La chaîne des valeurs, voilà. Et c'est ça. Merci, M. Diallo. Et donc, du coup, ça, en fait, c'est de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée par rapport au programme. Tout à fait, parce que tous ceux qui longent quand même ce corridor-là, les 650 km de voies ferrées en double ligne, c'est un véritable, on va dire, pôle de développement parce que beaucoup d'activités peuvent fleurir autour de ce corridor et qui pourraient profiter naturellement aux Guinéens, notamment aux jeunes. Oui, Daniel. Justement, par rapport donc, à ces atouts que les Guinéens, en tout cas, vont bénéficier, on parle notamment de la construction des infrastructures. Parlez-nous un peu. Comment est-ce que la Guinée pourra se doter de ces infrastructures à partir donc, de l'adoption de ces deux lois? Alors, moi, il y a un constat que j'ai fait dans la ville de Conakry. Bon, seulement à Conakry, il y a aujourd'hui des constructions, des nouvelles écoles haut de gamme, si je peux dire comme ça. Effectivement. Standing. Donc, avec le programme Simandou, c'est la mise en place d'abord de Simandou Academy. Simandou Academy, c'est un programme qui va former les ingénieurs, qui va faire en sorte qu'on ne sera plus obligé d'aller chercher la main-d'œuvre qualifiée parce qu'on va le faire chez nous, transfert de compétences intellectuelles, on va le faire chez nous et ça va apporter de la valeur ajoutée réellement dans ce programme. C'est ce qu'on appelle un peu, si je peux dire ça, la valorisation du contenu local. Tout à fait. Voilà, donc il y a ça et si je ne suis pas du tout marxiste, hein, mais j'aurais qualifié cela justement qu'une forme de bourgeoisie locale qui va bientôt voir le jour parce que effectivement. Voilà, c'est ça. Donc des jeunes vont être qualifiés. Qui dit jeunes qualifiés dit jeunes qui pourront avoir des revenus, qui pourront avoir accès à un emploi, qui par ricochet va permettre à ce que la jeunesse aujourd'hui qui est mise à l'index comme une jeunesse qui n'a pas de travail, qui fume, permettez l'expression, des chichas, de tout ça, ce sera une jeunesse occupée. Une jeunesse occupée qui n'aura plus le temps de faire ça. C'est ça en fait, j'ai dit tout à l'heure là que ce programme c'est aussi l'ambition et c'est aussi l'espoir au fait pour nous la jeunesse que ce programme viendra nous sauver en nous offrant des emplois et surtout aussi de fait qu'on sera prioritaire sur les postes d'emploi, il faut le dire hein, quand même là-dessus. Oui, et ça c'est vrai parce que la question du contenu local d'ailleurs traite de ce volet-là à compétences égales, mieux vaut faire le choix du Guinéen parce que voilà donc nous sommes donc ce réservoir de ces richesses naturelles. Alors l'autre aussi question, c'est vrai que nous parlons de contenu local, M. Silla, mais aussi à la question de l'investissement et surtout l'investissement étranger. Alors est-ce qu'à travers ces deux lois-là, il y a des opportunités qui se créent pour davantage favoriser le climat des affaires et pourquoi pas aussi permettre à ces investisseurs de venir injecter leur argent en Guinée? Alors, c'est d'ores et déjà, c'est dans l'entame. C'est pour ça qu'on a commencé à parler de cette question sur les lois. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé de légiférer là-dessus, c'est pour rassurer les investisseurs. Pour leur dire que voilà, quand vous venez chez nous, il y a un cadre juridique qui est là. On vous accompagne. Voilà. Donc ça rassure la personne qui viendra mettre son argent dans le développement d'un autre minerai. Donc l'absence de cadre juridique comme on le voyait avant font peur parce que quand on vient dans le jeu économique, il n'y a pas de règles. Alors que là aujourd'hui, il y a une règle claire, précise qui disent que voilà, voilà comment vous créez votre entreprise, voilà comment vous investissez. Quand vous investissez, voilà ce que vous payez à l'État guinéen, voilà ce que vous ne payez pas à l'État guinéen. Voilà, en fait, la règle du jeu est claire. Donc, la protection de l'investissement est là. Donc, on ne sera pas dans un régime de non-d'état de droit. On sera dans un régime d'état de droit économique. Voilà. Ça, c'est important. Alors, la place des entreprises locales dans ce grand projet. Alors, la question du contenu local toujours. Alors, le contenu local, cette loi d'ailleurs a dit, je ne sais pas si vous avez vu la loi dans le contenu, dans les lignes de la loi, il y a d'abord
première place réservée au contenu local. Ouais. C'est la première place. Sa place prépondérante. La place, c'est un peu le principe cardinal, non négociable, justement, dans cela. Et ce contenu local, pourquoi c'est important? D'ailleurs, même, je pense qu'il y a une entité, une autorité qui a été créée. Oui, une autorité du contenu local qui a été créée. Parce que l'une des lois qui a été votée aussi, il faut le rappeler au CNT ici, c'est la loi sur le contenu local, qui a été l'une des premières lois d'ailleurs votées par le CNT. Aujourd'hui, parmi ces entités créées, il y a l'autorité donc du contenu local qui doit veiller auprès des entreprises par rapport à la promotion du contenu local. Et ça, je crois bien, le programme Simandou y a pris compte aussi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le principe, c'est quoi aujourd'hui par rapport... Alors, c'est comme tout à l'heure, je disais, par rapport à d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, d'autres pays aussi qui vivent du pétrole. Eux aussi, c'est le principe, c'est le contenu local. Et je pense que c'est une bonne politique étatique de l'État aujourd'hui de la mise en place de ce contenu local parce que ça renforce à ce que le Guinéen aujourd'hui puisse bénéficier premièrement d'abord des retombées du programme Simandou. C'est très très important ça. Voilà, parce qu'à un moment donné, nous, quand on a eu l'occasion de partir faire le tour sur le projet Simandou, il y a des questions qui posaient, est-ce qu'on serait prioritaire ? Est-ce qu'on a vu des blancs, on a vu des gens? C'est pour ça en fait aujourd'hui le programme Simandou, l'intérêt c'est l'académie, Simandou Academy. Former d'abord des jeunes, très très important. Quand les jeunes sont formés, on pourra prétendre à de l'emploi. Et c'est pour ça, j'incite, grâce à justement sur votre plateau aujourd'hui, un appel solennel à la jeunesse guinéenne de ne pas hésiter à se former parce qu'il y a des opportunités à saisir chez nous. Et ces opportunités se passent d'abord, premièrement, par une main-d'œuvre qualifiée. Tout à fait, parce que vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a beau vouloir donner des opportunités aux Guinéens, aux locaux, lorsque les compétences que requièrent justement ces postes à pourvoir ne sont pas là. Ce sont des compétences extérieures qui vont profiter. Et c'est le cas quand même qu'on a vu dans nombre de sociétés minières antérieurement. Et c'est cette tare que l'État veut corriger en qualifiant davantage des jeunes Guinéens. Parce que les Guinéens sont aussi intelligents. Ils sont très intelligents. Peut-être ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir ces formations que les autres ont. Mais quand même, les Guinéens sont intelligents. Et aujourd'hui, à travers ce programme Simandou, à travers toutes ces initiatives de Simandou Academy, c'est pour corriger ces insuffisances-là. Oui, Daniel Tono, par rapport à la question. On peut appeler cela, donc, on peut considérer cela comme étant une des réformes. Tout à fait. Donc, depuis l'avènement du CNRD donc, au pouvoir, la prise en compte donc, de ce contenu local. Dites-nous, qu'est-ce que ça va changer concrètement à l'interne? Alors, à l'interne, la création d'emplois. À l'interne, la valorisation, ou plutôt, je vais dire, la promotion de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est très important ça, parce qu'il faut se dire que le Guinéen, en fait, on a aussi l'envie d'entreprendre. Et qui dit envie d'entreprendre, c'est aussi justement de dire que quand il y a des appels d'offres sur le marché, est-ce que c'est moi, Guinéen, justement, qui va pouvoir bénéficier, ou c'est juste l'autre personne qui est extérieure à la Guinée qui va bénéficier. Donc, il y a premièrement la création d'emplois. Deuxièmement, la promotion de l'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est un contenu local. Mais là encore, je reviens, comme je viens de le dire, tout ça se passe par la formation. Voilà, la formation, c'est très important. Donc, n'hésitez pas, en tant que jeune, d'aller se former, que ce soit pour être salarié, que ce soit pour créer une entreprise. Il y a des opportunités. Et ces opportunités, on les saisit, bien évidemment, il faut être qualifié par contre. Parce que la Guinée, aujourd'hui, c'est une nouvelle Guinée. On veut développer chez nous, on veut changer la donne, on veut vraiment que notre pays aussi, qu'on soit fier, que quand on tape sur Google et qu'on voit des bâtiments, des gratte-ciels, qu'on voit que nos routes sont propres. Voilà, c'est ça là, en fait. En fait, ça se passe par là aussi. Qu'on voit la tour Nimba, comme aux Émirats Arabes Unis, on parle de Burj Khalifa. C'est ça, en fait. Donc, notre tour Nimba va être aussi le symbole de notre richesse, quelque part. Alors, ces réformes, est-ce que l'économie guinéenne peut être compétitive? Très compétitive, parce qu'en fait, ces réformes vont transformer la Guinée comme un hub logistique. En fait, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, dans la sous-région, il n'y a pas un plus grand projet que
peu ce projet Simandou. Oui, effectivement. C'est un projet intégré, qui intègre à la fois quoi le mélange entre minerais, construction des infrastructures, construction plutôt financement des programmes de santé, et d'ailleurs même vu le nombre de postes qui sera créé, je pense que tous les Guinéens ne pourront pas pourvoir, parce que c'est trop. Je pense que d'autres personnes comme, d'autres Africains pourront venir postuler parce qu'il y a trop. Nous, en Guinée, aujourd'hui, nous sommes combien, je crois 17 millions. 7 millions et 60% de jeunes. Donc, il faut voir, est-ce que, par rapport au nombre de postes qui vont être créés, est-ce qu'on arriverait même à remplir, justement, à satisfaire justement tout ça. Mais ces postes aussi requièrent des compétences. C'est ça aussi le handicap. Oui, le handicap. Mais ça, honnêtement, moi je pense que la jeunesse guinéenne est consciente de ça. Avec la formation, je pense qu'on peut le faire. Voilà, on peut le faire. Voilà, c'est ça en fait. Mais en tout cas, oui, l'économie guinéenne aujourd'hui sera très très compétitive par rapport à la sous-région, en fait, parce que ça sera un hub logistique, le port de Morbéa qui va justement être compétitif par rapport à d'autres, et puis ce qu'on appelle la zone libre-échange africaine. Voilà. Donc ça encore, voilà. Donc là encore, je pense que là encore, la Guinée pourra se prétendre. Et n'oublions pas, je pense que Star and Poor, l'agence de notation vient de faire sortir aussi... la SNP aussi. La SNP qui a donné une bonne position à la Guinée. Donc tout ça, en fait, les perspectives là sont vues, sont par rapport à ce programme Simandou qui vient pour booster l'économie guinéenne. Je pense qu'on attend de voir, puisque la loi de programmation dit d'ici 2030. Voilà, on attend de voir. 2040, oui, effectivement. Donc c'est une projection sur 15 ans. Ça, c'est la loi de plan. La loi plan, oui, effectivement. La loi plan, 2036. Voilà, donc la loi de programmation, comme j'ai dit, ça vise des secteurs. Et là, aujourd'hui, les secteurs qui sont visés, l'infrastructure, on va voir d'ici sous peu de temps, 5 ans, je ne sais pas, 7 ans. Voilà, on verra la Guinée, la transformation de notre Guinée, de cette nouvelle Guinée. Effectivement, parce que, vous l'avez dit, ces deux lois constituent une sorte de tableau de bord pour la Guinée en vue de se projeter par rapport à ces opportunités en tout cas de création de richesses à travers ce programme Simandou. Oui, justement, par rapport à l'impact que ce programme Simandou pourrait avoir sur les recettes de l'État. Ah oui. Alors, ça va domper les recettes de l'État. Honnêtement. Aujourd'hui... On va grossir les recettes. Ouais, c'est ça. On va élémentariser un peu. On n'est pas la Sorbonne ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, si on regarde un peu, notre recette était basée sur quoi? Seulement extraire le minerai brut, le vendre. Extraire, vendre. Alors que là, ce programme, ça change la donne. Ça change la donne, pourquoi? Parce qu'on va extraire, transformer sur place, vendre. Et ce qui est important, le tout, ça va réduire les importations des matières, justement, en termes de construction de bâtiments, les fers, tout ça. Et nous, on va devenir plutôt exportateurs. Donc, ça va réduire, ça va équilibrer un peu ce qu'on appelle balance commerciale. Voilà. Donc ça, oui, effectivement, c'est de la valeur ajoutée. Et si je peux me permettre aujourd'hui de la réalité par rapport à notre monnaie, la politique monétaire qui Donc, je pense que tous ces éléments-là vont apporter de la valeur à notre monnaie. Ça va garantir le franc guinéen. Donc, parce que pour qu'on pourra acheter un franc guinéen, j'espère un jour, on pourra acheter un franc guinéen. Donc, c'est ça il faut savoir. Il faut savoir que l'économie guinéenne qui était avant une économie de transport de minerais va se voir transformer à une économie justement de transformation sur place des produits de première, les matières premières. C'est ça, la bauxite brute. Et le truc qui vient derrière, ce qui est très très important à mon sens, c'est que qui dit les entreprises vont s'installer en Guinée. Beaucoup d'entreprises vont s'installer en Guinée. Donc ils vont payer des impôts en Guinée. Okay? Nous aussi, en tant que contribuables, on va aussi payer des impôts parce qu'on aura de l'argent pour payer, pour financer la politique publique justement de l'État guinéen. Voilà, c'est un peu ça. Cette transformation, c'est très très important de mettre à l'index que l'économie guinéenne quitte d'une économie brute, de transport de minerais à une économie plutôt de minerais transformés sur place. Tout à fait, parce que M. Sylla, quand même, à vous voir parler, on sent beaucoup d'optimisme dans vos propos, ça se lit sur le visage. Pour ce jeune qui nous regarde du côté de Bokeh, avec ses sociétés minières de ce côté, il y a plusieurs années, et à cet autre aussi jeune qui nous regarde du côté de Beila, où le train a commencé à faire ses navettes. Alors, par rapport à ces deux jeunes-là, celui qui a vécu pendant plusieurs
plusieurs décennies et qui inhale beaucoup plus de poussière qu'il ne voit d'argent, et par rapport à celui qui est à Beila, qui naturellement a de l'espoir par rapport à tout ce qu'on dit autour du programme et du projet Simandou. Vous qui avez une lecture plus approfondie, qu'est-ce que vous avez à leur adresser comme message aujourd'hui? Message d'espoir, bien sûr. Alors, moi je pense que notre pays a tourné la page. Une page nouvelle, une page d'espoir pour nous, la jeunesse, parce que aujourd'hui, de toute manière, au fait, le développement de la Guinée ne se passera pas sans sa jeunesse. Ouais, tout à fait. C'est la vérité qu'il faut dire, parce qu'elle est composée de 60%, sa population, 60% elle est jeune. 60% elle est jeune. Ouais. Et il faudrait prendre cette conscience. Il faut prendre cette conscience que notre pays ne se développera pas sans nous, la jeunesse. Et pour ça, la question que je poserais, moi, j'enverrai pas un message à ces deux jeunes, mais je poserai une question à ces deux jeunes. Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer? Parce qu'aujourd'hui, les décideurs publics entendent. Ah oui. Aujourd'hui, les décideurs publics entendent. Aujourd'hui, on a accès à l'information. On peut venir justement dire ce qu'on veut faire pour la Guinée. Et bientôt les élections législatives, par ricochet, de ne pas hésiter à s'engager dans la vie politique. Ouais. C'est le seul moyen de transformer. Ouais. Et voilà, en tant que jeune, c'est ça en fait. C'est de s'inviter dans l'arène politique et économique, de ne pas rester à la marge, parce que ça se passe où? Ça se passe là, autour d'une table. Ça se passe là, autour justement en tant que jeune actif. Ça se passe là, en tant que jeune diplômé. Ça se passe ici. Et pour ça, j'invite ces deux jeunes à ne pas justement rester à la marge, à se dire qu'est-ce que je peux apporter à ma Guinée et comment je peux le faire. Oui, ça c'est important et cela demande beaucoup de compétences et de formation. Alors, monsieur Sylla, nous arrivons au thème de cette émission. En tout cas, ce fut un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Et merci surtout pour la disponibilité. Merci. Et on espère bien que vous aurez le temps de revenir échanger avec nous sur les thématiques, naturellement, qui entrent dans le cadre de l'intérêt public. Voilà, je rappelle à nos auditeurs de la radio parlementaire qui nous suivent à l'instant, donc nous avons reçu comme invité Monsieur Fodé Sylla, qui est juriste et enseignant à la Sorbonne, donc avec qui nous avons parlé de ces lois de plan et de programme Simandou 2040, récemment adopté ici au CNT. Alors merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à produire ce numéro avec ces bobos techniques qui peuvent se comprendre, parce que les caprices des machines, ça se comprend. Merci beaucoup à Ibrahima Talibé Diallo côté radio parlementaire, et à la télévision parlementaire. Nous avons bénéficié de l'accompagnement technique de Sekou Kourouma et Mamadou Alpha Sidibé. Portez-vous bien, au revoir.